Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille sur le plateau Stéphane Ragusa, PDG, fondateur de PrediLife, société qui lance actuellement une émission obligataire. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors PrediLife, je le rappelle, HealthTech, créée en 2004, introduite en bourse fin 2018 et spécialiste de la conception et du développement de tests permettant de déterminer pour tout un chacun son profil de risque sur différentes maladies graves. Stéphane, on s'était parlé en 2022, il y a quelques années de ça, et parmi les actifs de PrediLife, on avait bien sûr évoqué Mamorisk, modèle de prédiction du cancer du sein, et qui avait pour particularité d'avoir été sélectionné par l'Union européenne dans le cadre de l'étude, j'espère que je vais bien le dire, MyPeps. Où en sommes-nous aujourd'hui des développements autour de ce test sur lequel vous fondiez légitimement de grands espoirs? Oui, alors MyPeps, ça veut dire My Personalized Breast Screening. Voilà. L'idée, c'est d'identifier le risque de cancer du sein de chaque femme en Europe pour savoir à quel âge elle doit commencer les mammographies, échographies ou IRM, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, et avec quelle fréquence. Ouais. C'est notre test qui vise à identifier le risque de toutes les Européennes depuis 40 ans, il y en a 100 millions. L'étude clinique a fini ses recrutements fin décembre 2023. Oui. Donc 50 000 femmes ont été recrutées dans 6 pays européens. C'est un vrai succès. Ce n'est pas facile de recruter 50 000 femmes. Oui. Maintenant, elles vont suivre durant 4 ans. Donc il n'y a plus de risque d'échec de l'étude clinique. Simplement, on va regarder maintenant combien de cancers métastatiques sont évités dans le bras avec dépistage personnalisé par rapport au bras témoin. Oui. On attend en gros 20 à 30% de cancers métastatiques en moins dans ce bras avec notre test utilisé. Et donc, les femmes ont suivi durant 4 ans et maintenant, il n'y a plus rien à faire, à part attendre des résultats. Donc les résultats dans 4 ans, c'est ça, ou il y aura peut-être des publications intermédiaires? Non, fin 2027, il n'y a rien d'intermédiaire. D'accord. Quand on prend la température au milieu d'un essai clinique, oui, parce qu'il peut y avoir des effets indésirables, oui, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement invasif. Oui. Donc on n'a pas de point intermédiaire, on attend juste les résultats finaux. Bon, on attend les résultats finaux. Il y avait un autre test, bilan prédictif multipathologie, on l'avait évoqué aussi, qui s'adresse aux hommes et aux femmes de plus de 40 ans et qui permet d'évaluer les risques de maladies les plus mortelles, le tout grâce à l'intelligence artificielle. Déjà, ce n'était pas encore le buzzword quand on l'a évoqué. Là aussi, on est au cœur des enjeux des développements technologiques actuels. Même question, comment a progressé aujourd'hui ce bilan multiprédictif? Alors, on l'avait lancé avec un médecin en visio pour permettre de prédire le risque des principales maladies de salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas remboursé, donc il faut que quelqu'un paye et la DRH peut payer pour savoir effectivement quels sont les risques de pathologie de ces salariés pour qu'ils les anticipent avec un médecin. Donc c'est une offre qui a été lancée il y a 2 ans et demi simplement, donc après le Covid. Depuis, on a proposé ça, on a vendu ça à pas mal de grandes entreprises qui ont fait des tests. Donc ici, c'est une filiale de la Société Générale, on a vendu à la Société Générale. D'accord. Dans une autre filiale qui est Franc Finance. On a vendu à d'autres groupes, dans les médias TF1, etc., à des assureurs, Allianz. Voilà. Donc c'est une offre qui trouve son marché. Ouais. Les grandes entreprises font des tests sur quelques dizaines de personnes pour voir si ça fonctionne. Et après, il faut un certain temps pour que ça soit étendu. Il faut que ça remonte auprès de la DRH, auprès des comités groupes, etc. Donc il y a un temps de latence qui peut être de 24 mois ou 48 mois. Mais on a un excellent taux de satisfaction des salariés qui sont ravis, effectivement, qu'on anticipe leur maladie pour essayer de les prévenir. Bon, déjà donc des contrats, effectivement, sur ce test. Justement, on va parler chiffres. PrediLife a récemment publié ses résultats 2023. Selon vous, quels sont les principaux enseignements à en retenir? Ça marche. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires est très peu significatif par rapport à la taille de marché que l'on a. On peut viser des millions de personnes. Aujourd'hui, en 2023, on a touché 1000 personnes. Donc financièrement, c'est très faible, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de risque scientifique. Voilà, c'est juste une question de déploiement commercial. C'est ça la différence par rapport à une société de biotech où on ne sait pas effectivement si le traitement va être agréé, etc. Nous avons les agréments et nous vendons. Donc après, la question, c'est le ramp-up. Oui. Voilà, ça va aller plus ou moins vite, c'est toujours trop lent, bien sûr, mais il n'y a plus de risque, d'échec. Bon, plus de risque d'échec, mais justement, transition toute trouvée. Je lis aussi les commentaires d'investisseurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que justement, le déploiement, le ramp-up, la croissance, ça ne va pas assez vite? Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer?
Je suis d'accord avec eux. Oui. Est-ce qu'on peut accélérer? Oui, il y a des méthodes pour accélérer, s'internationaliser. Il y a des pays qui sont beaucoup plus early adopteurs en matière d'innovation de santé. La France est un pays assez conservateur sur le sujet, puisque quand on rembourse pour 60 millions de personnes ou pour zéro. Donc il y a des pays où il y a des lenders ou des assurances privées, etc., qui peuvent rembourser de manière... Plus de souplesse un petit peu. Hein. Voilà, donc ça c'est une solution. S'internationaliser, c'est assez classique. Donc pour ça, il faut lever des fonds, ça coûte de l'argent, donc c'est une méthode. Après, même en France, en Europe, avec des pays assez lents pour rembourser, une fois que l'étude clinique sera terminée, étude de phase 3, encore une fois où il n'y a pas de risque d'échec, le remboursement doit intervenir pour les 100 millions d'Européennes par État. Oui. Ça va prendre un petit peu quelques mois peut-être, mais enfin là vraiment il y a un vaste marché qui va s'ouvrir. Bon, vaste marché qui va s'ouvrir, justement, venons-en maintenant à l'opération. On l'a dit, une émission d'obligations à 8,5% par an sur 5 ans, remboursable in fine pour un montant de 2 millions d'euros. Question rituelle dans sa bouche sur les marchés, comment allez-vous utiliser cette somme ? Tout simplement pour financer du déploiement commercial. Oui. Encore une fois, la R&D... droite ligne de ce qu'on vient de se dire. Hein. Oui, la R&D terminée, il faut toujours améliorer les modèles de risque, etc. Il faut rendre les plateformes de plus en plus faciles. Mais enfin, on a besoin de dépenser maintenant en marketing, en commercial, pour que l'offre soit connue, utilisée. Il faut démarcher les entreprises qui ne viennent pas encore à nous spontanément, évidemment. Donc on peut passer par des courtiers pour multiplier les relais de diffusion, mais il faut encore passer du temps pour convaincre la DRH, la direction financière, etc. Donc on a besoin de ces fonds à cette fin. Bon, quel horizon financier ça vous donne à peu près ? Là, on a à peu près 12 mois de trésorerie. Voilà, si on lève encore des fonds, on aura peut-être 18 mois. Donc 12 mois dans l'univers de la santé, finalement c'est plus que la moyenne. Je crois que c'est à peu près 6 mois. Oui. Donc on peut lever des fonds de manière régulière. Et puis à un moment, je pense qu'on fera des levées de fonds beaucoup plus importantes dès que le niveau de risque sera quasi inexistant. Parce que, voilà, vous avez beaucoup de gros investisseurs mais qui sont très averses au risque. Aujourd'hui, on a quand même un bon portefeuille de clients. L'étude clinique de phase 3 qu'on vient de valoriser représente un actif important. On doit pouvoir faire des levées de fonds plus importantes, je l'espère, dans les mois qui viennent. Bon, dans les mois qui viennent. Question quand même pratique. Vous avez décidé en Assemblée Générale de modifier les termes d'une émission obligataire précédente. C'était le report de l'échéance des Océanes 2021 à avril 2029. Qu'est-ce qui a motivé cette décision dont les actionnaires ont parlé justement ? Oui, alors on pouvait rembourser ces Océanes en actions en avril là, ou on pouvait aussi prolonger en proposant des sorties régulières tous les ans. Donc on a proposé sur 5 ans maximum une prolongation, mais les porteurs d'obligations peuvent convertir leurs obligations en actions tous les mois de novembre, en particulier au mois de novembre là. Qui arrive, 2024. Voilà. Donc ce n'est pas une prolongation de 5 ans pour tout le monde. Hein. Ceux qui veulent ont un taux augmenté de 7 à 8,5% sur 5 ans. Ceux qui veulent sortir au mois de novembre le pourront. D'accord. À long terme, je me souviens, on l'avait évoqué dans l'entretien précédent, vous estimez pouvoir toucher 1 million de personnes en Europe et pouvoir être valorisé 1 milliard d'euros. J'imagine que cette ambition est toujours sur la table. À plus court terme, y a-t-il d'autres objectifs que vous souhaiteriez partager avec les actionnaires, les investisseurs aussi de PrediLife ? Alors, c'est du moyen terme, ça. Du long terme, c'est l'horizon de temps pour nous, le moment important, c'est 2028. Fin de l'étude clinique en 2027, publication des résultats en 2028. Ça, on peut l'actualiser. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un remboursement qui va arriver pour 100 millions de personnes. On peut l'actualiser. Ça a été fait au travers d'analyses financières. On peut dire, écoutez, en 2028, ça vaudra tant. Les chiffres sont très importants. On a publié des notes, mais j'en ai d'autres. Chacun peut faire des multiplications. Quand vous avez un marché qui est mettons qu'on ne touche pas 100 millions de personnes, mais qu'on en touche 10 millions avec un test vendu 100 €, vous avez quand même un chiffre d'affaires de 1 milliard. Ça représente des valorisations assez importantes. Quand vous actualisez ça, vous êtes sur des valorisations qui sont en centaines de millions aujourd'hui. On peut faire des partenariats à plus ou moins court terme. Ça peut venir avant 2028. Maintenant, sur le ramp-up et ce qu'on peut attendre d'ici là, aujourd'hui, on a adressé nos tests à peu près à 30 000 personnes. D'accord. 1 million, c'est à portée de vue. C'est plus difficile de passer de 0 à 30 000, ce qu'on a fait en 4 ans, que de 30 000 à 1 million, je crois. Et puis au-delà d'1 million, encore une fois, on a un marché qui est toute la population saine. La taille de marché est gigantesque. C'est un massive market, comme on dit dans la Silicon Valley. Il y en a assez peu. Et c'est des marchés sur lesquels vous pouvez avoir des blockbusters en santé. On parle de blockbusters dans les traitements de l'obésité. Vous n'avez pas ces blockbusters dans les traitements de cancérologie. Le cancer du sein, c'est une maladie qui touche une femme sur 8. Et l'anticipation des maladies, en général, elle n'est pas faite aujourd'hui. Donc on a un marché qui est colossal.
Voilà, c'est très rare dans le monde de la santé. Bon, voilà un marché colossal pour PrédiLife. Merci beaucoup Stéphane d'avoir présenté pour nous l'opération en cours. Je le rappelle, cette émission d'Océane à 8,5% par an. Merci Stéphane. Merci Laurent. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.